Et les affiches du jour dans quelques instants sont attendues à la Côte d'Ivoire. Il y a le Mali également, la Mauritanie, la Tunisie, l'Afrique du Sud, mais aussi l'Angola. Et puis, dans la troisième partie, les à côté, nous partirons du côté de Dakar pour voir comment, justement, les supporters ont vécu le match d'hier du Sénégal. Et puis, nous aurons aussi une interview de Kodjovio Bilalé, vous le savez, l'ancien gardien du Togo, qui a été blessé sérieusement, handicapé toujours à la suite donc du car qui a été mitraillé, du car du Togo qui a été mitraillé en 2010 entre la frontière du Congo et de l'Angola. Témoignage assez émouvant que vous entendrez. Les invités, il y a donc Pape Ousmane Kassé, jeune journaliste sénégalais, et puis Monsieur Club des 5, ou plutôt Walid Acharchour. Abonnez-vous surtout pour suivre le débat ce soir à partir de minuit. À partir de minuit, on débriefera les matchs de la journée, la Tunisie, la Côte d'Ivoire notamment, et le Mali. Et puis n'oubliez pas de nous donner chaque jour vos pronostics sur les matchs du jour, bien sûr, et puis vos observations sur les rencontres passées que vous avez vécues le même jour. Faites part de vos critiques, de vos analyses également. N'hésitez pas, donc, le Facebook Africa 24 TV ou le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Les affiches du jour. Et un groupe D, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, tout le monde attend justement les coéquipiers donc de Pépé, etc., pour voir comment justement se comportent les Ivoiriens sans Didier Drogba. Voyons le dossier avec la rédaction. Le deuxième match de poule du groupe D sera disputé entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud au Caire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont placés dans le groupe D avec le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie. Cependant, l'équipe actuelle est en reconstruction. Le sélectionneur des éléphants, Ibrahim Kamara, doit assumer ses décisions fortes prises dans la constitution de la liste des 23 en l'absence d'Eric Bailly et de Gervinho Kouassi. À noter que la Côte d'Ivoire a remporté à 2 reprises la CAN en 1992 et 2015. Du côté des Bafana Bafana, l'équipe devra avancer sans compter sur le gardien Itu Melang Kouni et d'autres absents comme Kegan Dolly et Rivaldo Kwetzi. L'attaquant et ancien René Kermit Erasmus de Cape Town City ne figure pas également sur la liste, remplacé par Percy Tau, le nouvel espoir. Ce joueur de 25 ans s'illustre bien en Europe, en sélection nationale. Son bilan est tout aussi probant. Et si nous jetions un coup d'œil sur le tableau tout de suite de ce groupe D avec, je rappelle, hier, c'est-à-dire dimanche, Maroc-Namibie 1-0. Et donc aujourd'hui, lundi 24, Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire devrait l'emporter sur le papier, Ousmane. Ouais, la Côte d'Ivoire est largement favori, mais je pense plutôt que les Sud-Africains vont leur poser quelques problèmes. Parce qu'en voyant des joueurs comme Percy Tau et Lebo Motiba, forcément la défense ivoirienne aura du pain sur la planche. Oui, il y a quand même des costauds, hein, Nicolas Pépé, Serge Aurier, ou Max-Alain Grandel, malgré tout, face aux Africains, aux Sud-Africains, pardon. On le sait, il y a d'énormes qualités offensives côté ivoirien. Maintenant, les débuts de compétition sont souvent compliqués. On le voit depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe de l'Afrique du Sud a aussi beaucoup d'ingrédients, notamment en attaque avec Motiba, qu'on connaît très très bien en Ligue 1 à Strasbourg, qui a fait une très très belle saison. Donc il va falloir se méfier de cette équipe de l'Afrique du Sud. Même si je vois quand même une petite victoire des Ivoiriens parce que, voilà, vous l'avez dit, c'est beaucoup plus solide. Au milieu de terrain, il y a quand même des joueurs comme Kessié qui peuvent mettre beaucoup d'intensité sur le continent. Le seul petit bémol, c'est plutôt la blessure importante d'Eric Bailly, le joueur de Manchester United, juste avant la compétition, qui a fait un peu de mal et qui est intolé dans cette équipe. Mais je pense qu'ils ont les qualités pour le remplacer. Et ce soir, cet après-midi, ça va être un très beau match à suivre. Oui, donc ce serait un match de costaud. Et Max-Alain Gradel qui a dit justement, on n'est pas les favoris, mais il faut se faire respecter. On a une très bonne équipe, mais on ne se qualifie pas à la première place. Il dit bien, deuxième du groupe H derrière la Guinée. On est en train de construire certaines choses. On a des choses à prouver. Il parlait bien sûr de la phase pré-éliminatoire donc de cette CAN 2019. Alors, autre match attendu, c'est bien sûr Tunisie-Angola. Tunisie qui est entraînée, vous le savez, par Alain Giresse depuis décembre 2018. Présentation avec la rédaction d'Africa 24.
La Tunisie et l'Angola, issus du groupe E, s'affrontent ce lundi 24 juin 2019 à 19h à Suez. La Tunisie s'est parfaitement illustrée lors des phases qualificatives de la CAN 2019 pour finir en tête devant les coéquipiers de Mohamed Salah avec 6 victoires pour une seule défaite. Les Aigles de Carthage aborderont donc ces phases de poule en favori. L'Angola, qui a été absent à cette compétition depuis 2013, effectue son retour avec quelques joueurs qui étaient présents lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Il s'agit entre autres du gardien Londou Mavanga ou encore des défenseurs Dani Masunguna et Bastos Kisanga, les défenseurs Clinton Damata et Jonas Ramalho, ainsi que les attaquants Jérémy Bella et Chico ne seront pas de la compétition. Et encore un match qui est très attendu, il s'agit de Mali contre la Mauritanie. Les enjeux, voyons le sujet de la rédaction. Les Aigles du Mali sont qualifiés pour la phase finale de la CAN 2019. Pour leur premier match contre la Mauritanie, on note la présence sur les pelouses du jeune Sékou Koïta qui va enchaîner U20 et CAN. Le milieu défensif Yacouba Silla et le défenseur Salif Koulibaly ont été zappés dès la présélection. La Mauritanie, elle, dispute pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. À égalité de points avec l'Angola, l'équipe mauritanienne a marqué les esprits en supplantant le Burkina Faso. Les Mourabitounes ont donc le vent en poupe. Concernant les 23 joueurs qui participeront à la compétition, le sélectionneur Corentin Martins n'a rien changé par rapport à la préliste qu'il avait donnée et espère voir ses poulains évoluer rapidement. Voilà, la rédaction de ces deux sujets était assurée par Ange Bijou Nomenio. Nous allons voir le tableau avec, je voulais dire, groupe E, Tunisie, Mali, et Tunisie-Angola, pardon, qu'est-ce que je raconte, et Mali-Mauritanie. Alors, messieurs, l'attraction, ce sera bien sûr Mali-Mauritanie. Mali qui a des problèmes internes, pas de championnat, et puis la Mauritanie, c'est une découverte. Oui, ça va être une belle confrontation. On a une équipe du Mali qui est en début de cycle, avec des jeunes joueurs qui commencent à arriver dans cette équipe. Donc, c'est voilà, la grande question autour des qualités collectives de cette sélection. On va vraiment en savoir plus ce soir et on a une équipe de la Mauritanie emmenée par Corentin Martins qui fait des miracles depuis qu'il est à la tête, avec quand même des joueurs de qualité qui vont essayer de poser des problèmes en essayant d'aller chercher au moins un point du match nul. Donc clairement ça va être une grosse opposition et ce soir à 22h il va falloir être devant son écran de télé. Oui. Ousmane, est-ce qu'on peut dire qu'en matière de football sur le continent, la Mauritanie n'est pas très loin du Sénégal? Pas la Mauritanie, le Mali, pardon. Bien sûr, moi je dirais même que pour le moment, en suivant vraiment les résultats des petites catégories et tout, ils sont un petit peu au-dessus. Parce qu'ils nous ont battus en finale de la Coupe d'Afrique U20 et ils sont en Coupe du Monde en U17, U20, donc leur football de jeunes se développe très bien. Et je vois plutôt, comme il a dit, une jeune équipe malienne qui manque un petit peu d'expérience, mais qui a quand même de la niaque et ça fera peut-être la différence, mais attention aux Mourabitounes qui sont venus pour tenter un coup. Il va falloir vraiment que ces jeunes joueurs-là capitalisent sur cette Coupe d'Afrique des Nations pour essayer d'acquérir cette expérience pour les prochaines éditions, parce que je pense vraiment qu'il y a la qualité pour faire un gros résultat dans 2 ans ou dans 4 ans. Nous allons enchaîner dans cette CAN 2019 sur Africa 24 avec un zoom maintenant. C'est un zoom sur l'équipe de l'Angola. Regardez. Avec une participation à une phase finale de Coupe du Monde, l'équipe nationale de football d'Angola fait partie du club restreint des équipes africaines à avoir pris part à cette compétition. Mais au niveau continental, les Palancas Negras n'ont pris part qu'à cette édition de la CAN et y participeront pour la 8e fois cette année. Peut-être une occasion de franchir pour la 3e fois la phase de poule. Le pays connaît quand même quelques succès. L'Angola a été triple champion de la Coupe de la COFASA en 1999. 2001 et 2004. En interne, le championnat d'Angola de football a été créé en 1979. Depuis la saison 2010, 16 clubs sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à 2 reprises à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 3 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 3 meilleurs clubs de la 2e division. Les 2 clubs les plus titrés du championnat angolais que sont le Petro Luanda et le Primeiro de Agosto arrivent par ailleurs à s'illustrer au niveau continental à travers la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine.
Walid Ousmane, il faut qu'Alain Giresse quand même se méfie de cette équipe d'Angola, même si les Angolais sont plus des spécialistes du basket et du handball. Ah oui, mais le football, ça monte. Oui, mais ils ont cette vivacité, ils ont cette intensité qui peuvent poser des problèmes à cette équipe tunisienne. Il va vraiment falloir être vigilant, notamment sur les contre-attaques, parce que ça gicle vraiment très très vite vers l'avant avec de la qualité. Et puis on peut être surpris sur un début de match, notamment on l'a vu, la RDC face à l'Ouganda. Si tu prends un but très très rapidement, ça peut conditionner la physionomie du match et ça peut devenir très très compliqué. Donc la Tunisie va devoir être vigilante défensivement, prudente, mais jouer aussi sur les qualités de vitesse, notamment de Msakni ou de Wabi Kazri, qui peuvent faire aussi la différence sur un coup de pied arrêté ou dans le jeu. Ousmane, un petit mot sur cette Tunisie-Angola. Oui, la Tunisie a un petit peu du mal à commencer à chaque fois ces compétitions. On se rappelle, en 2017, ils ont pris une défaite de 0 face au Sénégal. Donc moi, je vois un match face à l'Angola très, très serré, parce que les Angolais, ils vont essayer de retarder les chances. Vous y croyez en Giresse, c'est un magicien pour vous? Giresse, pas du tout, parce qu'il est passé par le Sénégal, on se rappelle, voilà, il n'a pas été fameux, donc en retour même de Coupe d'Afrique, C'est au moment où la Côte d'Ivoire vous avait gagné à domicile, où il y avait des bagarres dans le stade où Fouet-Boigny, il y avait des chaises, des fauteuils qui avaient été arrachés, etc. Voilà, c'est tout à fait ça. Et en 2015 aussi, il avait l'équipe, il nous avait amené en Coupe d'Afrique, mais bon, on ne va pas refaire le passé. Il n'a pas marqué le Sénégal. Il n'a pas du tout marqué le Sénégal, ouais. Pour revenir aussi au match de la Tunisie face à l'Angola, moi je vois plutôt un match très serré avec les Angolais qui vont retarder l'échéance le maximum possible. Ils vont essayer de tenter des coups, surtout sur les coups de pied arrêtés, où l'équipe tunisienne est un petit peu frileuse. Oui, alors une petite correction quand même, ce n'était pas le stade où Fouet-Boigny, c'est Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, oui, d'accord. Voilà, il faut donner au Fouet-Boigny, c'est à Côte d'Ivoire. J'étais même au stade ce jour-là. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai eu vraiment du mal à rentrer parce que je suis rentré pieds nus chez moi. Ah ouais, à ce point-là quand même. C'est une anecdote, ouais. Oui, autre zoom, c'est sur la Mauritanie, les Mourabitoun. Regardez. Après la déception qui a suivi son élimination de la CAN 2017, la Mauritanie goûtera pour la première fois aux délices d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Mourabitoun, logés dans le groupe I durant les éliminatoires en compagnie de l'Angola, du Botswana et du Burkina Faso, ont même terminé cette campagne à égalité de points avec les Palancas Negras. Un bilan de 6 matchs, 4 victoires et 2 défaites, dû en grande partie au travail accompli par le sélectionneur Corentin Martins, qui, à force de patience et de détermination, fera vivre au peuple mauritanien l'une de ses plus belles aventures sportives. Classé dans le groupe E, pour la CAN 2019, la Mauritanie affrontera le Mali le 24 juin avant de se mesurer à l'Angola et la Tunisie, respectivement les 29 juin et 2 juillet 2019. Corentin Martins, il fait son petit nid petit à petit. Hein. Oui, il construit son puzzle et c'est plutôt intéressant. Maintenant, il va falloir hausser son niveau de jeu aussi parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un tout autre niveau et une exigence particulière. Ce soir, il va falloir être solide, je le répète, face à une équipe du Mali et notamment Moussa Marega qui, au poste de numéro 9, est un déménageur et il a vraiment de très très grosses qualités. On l'a vu en Ligue des Champions, notamment avec Porto contre la Roma cette saison. Donc, il va falloir être vigilant et être très très bon physiquement pour tenir la cadence et pour essayer de retarder l'échéance et pourquoi pas aller s'imposer contre cette équipe du Mali, même si j'y crois pas beaucoup, mais ça va être intéressant de voir ce match-là. Voilà, il défonce les portes, hein, lui, avec ses épaules. Moussa Marega, il est impressionnant. Il est impressionnant. Mais bon, je crois peut-être ils ne seront pas inquiétés à 100%, mais quand même, les Mauritaniens non, les Maliens. Ouais. Mais je vois quand même l'équipe de la Mauritanie peut-être essayer de faire un coup, surtout que l'équipe mauritanienne est l'une des rares équipes avec le Sénégal à n'avoir aucun joueur local dans ces 23 joueurs. Donc, même s'ils ne sont pas dans un niveau fameux en jouant en Ligue 2 française ou en nationale, mais quand même, ils vont y aller. J'ai l'impression, messieurs, en 2 mots, que les sélectionneurs puissent beaucoup sur les joueurs occidentaux, qui ont beaucoup plus d'expérience. J'ai le sentiment. Oui, après il y a un peu des deux. Chaque sélection a sa vérité, mais c'est vrai qu'il y en a. Sous les doubles nationalités. Exactement, mais c'est vrai que oui, que ce soit les binationaux ou les joueurs locaux, on a beaucoup de sélections qui s'appuient sur ces qualités-là. Alors, nous allons voir les stades maintenant. Tout d'abord, le stade d'Al-Salam pour le groupe D et puis le stade de Suez pour le groupe E qui accueille ces rencontres. Al-Salam, c'est 30 000 places
et Suez, c'est 25 000 places. Monsieur, je voudrais vous entendre aussi sur les stades qui ne sont pas remplis. Ouais. C'est dû à quoi? C'est pas le soleil quand même. Non, on sait que voilà, ça va être la grosse problématique pour l'Égypte. Quand l'Égypte va jouer, notamment dans le stade du Caire, on l'a vu sur le premier match, ça va faire full complet. Le stade sera plein. Maintenant, la problématique, ce sera pour les autres matchs, notamment à 16h30, qui sont très très vides. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de supporters qui se sont déplacés sur certaines équipes, notamment parce que l'Égypte c'est loin et parce qu'il y a eu aussi cette problématique avec les passeports ID pour essayer de contrôler un maximum pour la sécurité des stades. Donc il y a cette problématique là. Maintenant, je pense que la semaine prochaine il y aura de très très grosses affiches comme la Côte d'Ivoire Maroc, le Sénégal Algérie, le Congo Égypte. On va avoir quand même des stades très très pleins. Égypte, on attend et en huitième, un quart de finale aussi, parce que même les Égyptiens amateurs de foot vont essayer d'aller voir ces matchs-là parce que ça reste des grosses affiches de notre continent. Ouais, c'est dommage. Bon, je vais peut-être prendre le risque de le dire. La Coupe du Monde féminine fait un peu d'ombre aussi. À cette CAN, j'ai l'impression, non? Même la Coupe du Monde féminine, les stades ne sont pas aussi archi pleins parce que j'ai eu à aller voir quelques matchs au Parc des Princes. C'était pas vraiment rempli à 100%, donc c'est normal pour ce début de compétition. Mais je vois plutôt au second tour avec des affiches comme il a dit, les stades seront remplis. Voilà, en tout cas, les pelouses sont vraiment de très très bonne qualité. Et ça, c'est une vraie plus-value parce que sur les autres éditions, on se rappelle notamment en 2017, le groupe du Mali, Ghana, Égypte, la pelouse était catastrophique et là, il y a vraiment de quoi jouer au ballon sur ces petits billards. Une petite pause de nouveau et tout à l'heure le témoignage de Coach Jovio Bilalé, l'ancien gardien du Togo. Témoignage très très émouvant, je vous propose. Mais je vous conseille aussi de rester avec nous pour la troisième partie de l'émission. À tout de suite.